Je suis Cesare Pizzi et donc comme le nom un peu l'indique, je suis italien, mais fils d'immigrés, mais j'ai toujours vécu en Suisse, mais je suis né tout de même en Italie. Bernard, je suis le batteur du groupe The Young Gods. Moi c'est Franz Treichler, donc je suis le chanteur des Young Gods, accessoirement guitariste là, depuis quelques années, membre fondateur depuis 1985. De la ville à la brousse, je foule la terre brûlée. On avait un piano à la maison et j'ai la chance d'avoir un grand frère de 5 ans, mon aîné, qui c'est un peu lui qui a fait mon éducation musicale, c'est lui qui a amené les premiers vinyles, les premiers Beatles, Stones, tu vois, les trucs un peu Summer of Love, tous ces trucs qui commençaient à arriver, quoi. Mon père jouait de l'accordéon. Il est parti de la maison quand j'étais jeune, mais j'ai le souvenir de lui qui répétait ses valses musettes dans le salon. Et il m'en est resté 2 choses. La première, c'est que je connais les valses musettes. Je peux te les chanter. Et la deuxième, c'est que je n'aime pas le son de l'accordéon. C'est l'environnement d'abord familial qui m'a ouvert entre le son, la technologie, la musique. Et par contre, ils écoutaient de la musique italienne. Il n'y avait aucun groupe. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui était aussi féru de technologie comme on pouvait l'être dans les années 50. Et à la maison, on avait un enregistreur à bande, chose assez exceptionnelle, tu vois, immigré, enfin, on avait une radio, un enregistreur, des disques. Et puis pour moi, l'enregistreur à bande, ça a été un déclic, le fait de pouvoir enregistrer des choses et puis de les réécouter. Et disons, la grande révélation, mais c'est post-adolescent, je ne réponds pas directement à cette question, c'est Kraftwerk. Vers 16 ans, j'ai vraiment une grosse influence punk. Alors là, vu que je travaillais dans des magasins de disques qui faisaient de l'import anglais et de l'import américain, toute la panoplie, quoi, c'est clair, si tu veux, toute cette espèce de tabula rasa de savoir virtuose musical, alors que j'étudiais la guitare classique aussi, ça je ne l'ai pas encore dit, mais j'ai fait des études de guitare classique parce que mon prof de guitare électrique en avait fait, si tu veux. Donc pour moi, c'était clair qu'il y avait de la bonne musique à toutes les époques, mais qu'il fallait effectivement creuser pour trouver ce qui te correspondait. Mon grand problème, c'était plutôt d'essayer de faire jouer des blues à mes copains de guitare classique, tu vois, de faire des jams avec eux. J'arrivais pas parce qu'ils étaient dans un créneau de devoir lire de la musique, partition, sinon c'était pas possible d'aligner toutes les 3 notes, ou de partager mes goûts de musique classique, baroque ou même contemporaine avec mes copains plutôt orientés punk, tu vois. Donc c'était un peu là où j'avais de la peine à... Et je pense que ça a été une très grosse influence de quand j'ai commencé les Young Gods. Je me suis dit, mais non, on peut faire du rock avec des violons, en mélangeant ça avec des guitares, avec des bruits concrets. Tu vois, si tu prends les premiers albums des Young Gods, quand le sampler est arrivé, c'était pour moi une aubaine pour montrer qu'il n'y avait pas de limite, quoi, que tu pouvais autant faire rocker des bouts de Sostakovich avec des riffs de Kiss mis à l'envers ou des Stooges, tu vois. J'aimais beaucoup Bowie, Period Glam, les Slade, les Sweet, Gary Glitter, T-Rex. Mon premier disque, c'était un disque de T-Rex. Et puis, assez vite, la musique électronique. Alors ça a été une claque incroyable. J'ai un copain qui a ramené une fois un disque, je devais avoir 13 ans.
Il m'a dit, écoute, ça c'est incroyable, il n'y a que des synthétiseurs. Et pour moi, le synthétiseur, c'était un plus qui faisait poète-poète par-dessus la musique, jouée par des guitares, des basses et de la batterie. Et là, c'était ce groupe Tangerine Dream, le groupe allemand des années 70, et qui ne jouait qu'avec des synthétiseurs. Et pour moi, ça a été une révélation incroyable, ce qui fait que, parallèlement à mon amour de la batterie, j'écoutais de la musique où il n'y avait pas de batterie, en fait. C'était assez étrange comme parcours. J'aimais beaucoup Gang of Four, j'aimais beaucoup les premiers Killing Joke, Wire, j'adorais le 3e album de Wire par exemple. Ce genre de groupe, quand même un peu... bon, le post-punk c'est large, tu vois, mais cette espèce de rythmique un peu cassée, syncopée, il y avait des guitaristes très très inventifs. Donc ça, c'était des groupes qui m'influençaient, ouais. En effet, moi j'aimais beaucoup Section 25. Mais vraiment au-dessus de tout pour moi. Je sais pas, il y avait quelque chose justement du krautrock, de cette musique un peu allemande comme ça, qui était digérée d'une manière un peu dub, un peu, mais en même temps rampant comme ça. J'adorais ce groupe, le rôle de la guitare. Bon, bien sûr, Joy Division aussi, hein, mais moi j'étais fan de Section 25. Avec Franz, on a 3 ans de différence, donc c'est pas énorme aujourd'hui, mais quand il était ado, ben voilà, peut-être moi j'avais déjà 18 ans et puis lui il en avait 14-15. Et donc c'est par son frère, mais l'intérêt était assez immédiat parce que Franz jouait de la guitare. Et donc de la guitare classique, mais quand on sortait dans les parcs, on avait du guitare et puis on jouait ensemble. Donc c'est vraiment la musique qui nous a rapidement connectés ensemble. Je me rappelle qu'on avait une connexion musicale parce que il traînait souvent avec des guitares acoustiques et puis on se retrouvait dans notre petite ville de Fribourg, des fois le soir à traîner. À cette époque-là, tu vois, il y avait pas d'endroit où socialiser, de club de rock ou tu vois, de centres de jeunes. Donc on se retrouvait souvent le soir dans des parcs ou sous des kiosques à musique vides. À temps en temps jouer de la gratte. Et c'est comme ça que je me souviens de César, parce qu'il était assez aussi facile d'accès. Puis comme moi, je maîtrisais aussi bien la guitare, des fois on jouait ensemble. Franz, il était dans un collège où j'avais des copains, où je venais manger avec eux de temps en temps, et on me l'a présenté. À l'époque, il faisait de la guitare classique et il avait une crête, donc c'était un drôle de mélange. Quand j'étais dans mon groupe Copulation, il avait un groupe, lui, qui s'appelait Jeff and the Rams, où César était là aussi au tout début, je crois. Et puis on jouait un peu sur les mêmes scènes, donc on s'est rencontrés. Puis on avait des atomes crochus, vraiment. Moi, il y avait peu de groupes à l'époque Copulation, Abteilung, auxquels s'identifier, tu vois, à Genève, il n'y avait pas vraiment de groupe qui jouait dans cet esprit. Donc on était un peu solitaires, sauf justement Jeff and the Rams, qui eux venaient de Fribourg, mais auxquels on s'identifiait un peu plus déjà. Donc on avait des atomes crochus. Et puis Franz et Cesare, ils vivaient ensemble, enfin je veux dire, ils habitaient sous le même toit. Et du coup, on allait souvent le soir se faire écouter de la musique. On était potes avant la création des Young Gods déjà, ouais. Alors, c'était pas très long comme collaboration, mais c'est vrai c'était mon premier groupe où Cesare faisait la basse, Jacques faisait la batterie et moi je faisais la guitare et la voix. Et parallèlement, Cesare jouait aussi professionnellement dans des groupes qui faisaient des reprises les week-ends, ce qu'on appelait des groupes de bal. On jouait les tubes New Wave du moment, donc évidemment ça a été très vite connu. Et à chaque fois qu'on jouait dans des villages, hein, dans les salles de fête, mais la notoriété a été immédiate, parce qu'on jouait Police, enfin tous ces tubes des années 80. On a fait ce groupe ensemble un moment, et je crois que lui, il n'a pas fait très longtemps, et il est parti du groupe, on a mis mon amie Hélène à la basse,
Et c'est devenu Geoff and the Ram, voilà, qui était un peu plus post-punk, quoi. Et j'ai flashé sur un sampler dans un magasin de musique qui s'appelait l'Emulator. C'était une grosse machine très chère, c'était ça le problème. Mais c'est là que j'ai eu un peu comment dire, l'intuition ou la vision de me dire c'est ça que j'aimerais faire, j'aimerais pouvoir avoir une ou deux machines comme ça parce que j'adorais cette espèce de décalage par rapport au geste. C'est-à-dire que tu puisses entendre des choses que tu t'anticipes pas. L'Emulator 1, c'était une machine inabordable, ça coûtait à l'époque passer 15-20 000 euros, tu vois. Alors, pour un jeune musicien qui se lance, c'était pas possible. Là, j'ai lu qu'il existait une pédale qui s'appelle le Super Replay, que Electro Harmonix faisait, mais qui était destinée justement aux guitaristes, c'est-à-dire où tu pouvais sampler ton riff, comme ça, quand tu faisais ton solo, tu le mettais en boucle, c'était les premiers loopers, quoi. Tu le mettais en boucle, tu pouvais jouer ton solo sur ton riff sans qu'il y ait un trou. Donc c'était comme un sampler, sauf que tu n'avais pas de possibilité de garder le son en mémoire. Donc tu devais bricoler. Donc je sauvais mes sons sur les cassettes, comme ça on pouvait rejouer les morceaux live. C'était laborieux, mais c'était possible, parce qu'on a fait quand même finalement des démos avec tout ça, et des concerts. On avait deux de ces... Bernard en avait un, moi j'en avais un. Donc on avait deux sons par morceau, plus un troisième son qui était enregistré sur des cassettes de répondeur automatique qui étaient des cassettes sans fin. Donc on enregistrait 20 secondes d'un loop, et donc on mettait la cassette sans fin, puis on avait une pédale volume pour le faire arriver aléatoirement quand on en avait besoin. Donc les premiers concerts des Young Gods, c'était 3 sons par morceau. C'est à peu près ce qui tu trouves sur la plupart des morceaux du premier album, en tout cas du premier single. Et voilà, donc le Super Replay a été le moyen d'arriver à émuler l'Emulator, si je peux dire ça comme ça. Je ne pouvais pas me rendre disponible de suite, et eux, ils avaient besoin de suite, ils devaient faire des dates en Angleterre. Et moi, j'étais dans un spectacle de danse pour lequel j'avais signé, puis je n'avais pas envie de laisser tomber les gens. Donc j'ai dit oui, d'ici 1 mois et demi, 2 mois, je peux être disponible, mais ils n'avaient pas le temps d'attendre. Donc Ouzé est arrivé, faisait l'affaire, et a fait les 10 ans qui ont suivi. J'ai fait le son du premier concert. Ils avaient pas comme on était potes, ils n'avaient pas d'ingé son, et ils m'ont demandé de faire le son. J'étais pas non plus ingé son, mais disons qu'au moins je connaissais leur musique. Et puis ensuite j'ai fait les lumières pendant une dizaine de dates, je crois. Pareil, le temps qu'ils trouvent un pro pour les dépanner. Ce qui était bien, c'était que dès le départ, ce qui était impressionnant avec les Gods, c'est qu'ils avaient un concept global. Musique, son, lumière, pas juste musique et puis on va jouer sur scène puis on verra bien. Il y avait tout ce truc, ce package comme ça. Et donc dès le début, j'étais là, j'ai donné des coups de main, je leur ai prêté mon local quand ils n'en avaient pas, je leur ai prêté même du matos, ils avaient besoin de 2 pédales Electro-Harmonix, moi j'en avais une, ils en avaient une autre, je leur prêtais la mienne pour les tourner. Donc j'étais déjà un peu investi d'une certaine manière, ouais. Moi, j'avais en tête à l'époque de bosser avec Sherwood, Adrian Sherwood. Le premier concert des Young Gods, on l'a fait en première partie de Mark Stewart and the Mafia, et Sherwood était au mixage, et puis j'ai trouvé ce gars impressionnant. Je connaissais son travail en dub, et puis ses remixes, ou les rares choses qu'il avait fait en dehors du dub, genre il avait aussi fait 1 ou 2 morceaux pour Neubauten, ou des choses comme ça, tu vois, qui étaient moins sa tasse de thé. Et je lui ai proposé de produire notre premier EP, et puis en fait il n'était pas dispo, il avait trop de projets. Et pour en revenir à Marcus May d'Organic, qui nous suivait de près, il a dit mais moi j'aimerais bien vous produire, et je te propose de faire mixer par Mosiman, qui a mixé cette compilation qui s'appelait Plow. La compilation s'appelait Plow. Donc il y avait des groupes suisse-alémaniques, des groupes genevois, dont Copulation, et Abteilung aussi, si je ne me trompe pas. Il y avait Sonic Youth, Lydia Lunch, il y avait Fetus, et il y avait
peut-être les Swans, je ne me rappelle pas, mais Mosimann était à la production. Et Mosimann est justement en Angleterre en ce moment, il bosse un peu avec Yellow et The, va le trouver, donc je suis allé à Londres, c'était le Nouvel An, 85-6, et je suis arrivé avec les bandes enregistrées, on avait enregistré les bandes à Zurich, les multipistes, et je suis arrivé avec les bandes enregistrées pour travailler avec Rolly à Southern Studio pour le mixage. Et c'est là qu'on a passé vraiment 3-4 jours ensemble, enfermés en studio. Je l'ai vu travailler sur Envoyé, comme si c'était la dernière fois, et Soul Idiot, qui est devenu notre premier single. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et j'étais bluffé. J'avais d'autres idées en tête et puis je les ai suivies. Voilà. Alors, bien sûr, le fait d'être sur scène, d'avoir du succès, c'est aussi quelque chose qui est très bon pour l'ego, mais c'était une décision que je regrette absolument pas, quoi. En plus, on ne s'est jamais quitté d'une certaine manière, même si il y avait parfois des périodes, même d'une année, voire 2 ans, on se retrouvait d'une manière générale à Nouvel An, des choses comme ça, oui. Oui, j'ai toujours suivi l'activité, je ne veux pas dire des Young Gods, mais de Franz aussi principalement. On a toujours fait les choses à notre rythme, si tu veux. On n'a jamais fait un album en se disant ça va trop vite. On n'a toujours pas fait de compromis, si tu veux. On nous a souvent reproché d'être lent, tu vois, à faire un album. Le premier c'était en 87, après ça fait 2 ans, après il y a eu le Kurzweil, puis après il y a encore eu 2 ans, puis après il y a eu 3 ans pour Only Heaven. On a quand même fait les choses à notre rythme en se disant on ne peut pas faire plus vite avec le nombre de concerts qu'on fait en plus. Et tu ne composes pas au sampler de la même manière que tu fais un jam dans un tourbus ou comme ça, où tu peux trouver un riff. Tu vois, c'est quand même un peu plus. Tu as besoin de ton espace sonore, tu as besoin un peu d'un semi-home studio, travailler un peu au casque, tu vois. Donc, oui, que te dire, je ne sais pas, avec le recul. Effectivement, ces 10 premières années, c'était un peu une trajectoire de comète, tu vois. C'était un rêve qui se réalisait en même temps, parce qu'on a tout de suite eu de la bonne presse dans des pays qui n'étaient pas francophones, alors qu'on chantait en français sur les 2 premiers albums. La tournée des États-Unis, on en a fait beaucoup, on en a fait 4 ou 5, on a tourné 2 fois en Australie. On a fait des choses incroyables, la Russie en 96. Sarajevo en 96, des choses folles. Je me rappelle d'un truc, c'est qu'ils sont revenus jouer quand ils avaient sorti TV Sky. Je pense qu'ils avaient fait une grosse tournée mondiale, en tout cas aux États-Unis, probablement en Australie, je ne sais plus où. Et quand ils sont revenus à Genève, ils jouaient dans un festival et je suis allé voir. Et c'est la première fois que je voyais des copains qui montaient sur scène et qui se faisaient ovationner avant même d'avoir fait un morceau. C'est-à-dire qu'ils sont montés sur scène et il y a eu une espèce de clameur comme ça qui les accueillait. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, là il s'est passé un truc, quoi. Quand on a été signé aux States, chez Interscope en 94, tu vois, tout ce truc où on commençait à s'intéresser à nous dans le milieu corporate, notre aventure américaine, le départ de notre batteur Usé Hichtan en 96, le fait qu'on se retrouve, Alcomet et moi, avec notre matos à New York, tu vois, on est en procès avec Pias, on est signé chez Interscope, tout ce truc où tout d'un coup on se dit bon, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi notre avenir? Et on est revenu sur une structure beaucoup plus indépendante. On est revenu, on a rejoint un collectif de squat, Artemis, en 96, où justement on a été accueillis par, je dirais pas, c'est pas une génération d'avant, parce que c'était des gens qui nous écoutaient quand ils étaient gamins, mais qui nous ont accueillis parce qu'on avait été une grosse influence pour eux, mais eux ils étaient justement dans cette mouvance électronique.
toute l'équipe de Mental Groove, tous ces gens de Genève d'avoir les Gods dans leur collectif, en studio. Donc on a participé à la construction d'une association, on a construit des studios ensemble, on a mis la main à la pâte, si tu veux. Ça, c'est donc, je te parle de 96. Et moi, j'étais tous les soirs avec eux à bosser, à faire tous les week-ends, soit bosser au bar, dans des fêtes illégales, dans des squats, toi, booker des DJ, des choses comme ça. Donc c'est aussi une scène auquel j'ai participé, et, qui m'a fait énormément de bien, de sortir du truc un peu où je suis le boss du groupe parce que je suis le plus ancien, tu vois. Et tout le monde a une voix, on est dans un système horizontal, et puis on met tous la main à la pâte. Et c'était une musique que j'adorais aussi, tu vois. On le ressent quand même beaucoup dans notre... Tu vois, même Only Heaven est déjà très très influencé par la musique ambiante. Toutes ces plages un peu sonores, ambiantes que tu retrouves entre les morceaux ou derrière, en fond, derrière les riffs, sont déjà là. Le projet de faire Heaven Deconstruction était à la base un projet d'être inclus comme deuxième album dans Only Heaven. Ça ne s'est pas fait à temps, puis c'était un peu suicidaire pour la maison de disques, ils nous ont dit. Mais on sent cette influence qui vient grandissante là, qui d'ailleurs a fait aussi un peu des dissensions. Tu vois, par exemple, Rolly n'était pas encore dans ce trip-là. Quand je lui faisais écouter de l'Aphex Twin en 95, il me disait « Mais c'est quoi ton truc, France, là? C'est quoi cette musique, quoi ?» Puis je dis « Mais non, mais regarde, c'est super. » Donc il y a eu, tu vois, quand même, il y a eu un moment donné où, voilà, c'était, je pense, comme je te parlais en début d'interview, moi qui étais sensible à tous les aspects de la musique, c'était de nouveau, j'avais envie de rassembler ces deux côtés, quoi. On avait l'habitude avec Franz d'aller manger ensemble quand il rentrait de tournée et de se raconter nos aventures. Et puis là, il me lâche, Ouzé, arrête. Et puis je lui dis, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez prévu quelqu'un? Puis il m'a dit, on pensait te redemander. Et ce qui avait de marrant, c'est que quand j'avais dit, justement quand ça ne s'était pas passé 10 ans avant, il y avait un gars qui avait un magasin de disques à Genève, Sounds, qui était un peu notre QG, quoi, qui m'avait engueulé en me disant « Mais enfin, mais tu pouvais pas refuser ça, t'auras jamais 2 fois cette chance dans ta vie. » Comment tu peux refuser une opportunité pareille? Ça t'arrivera jamais 2 fois dans ta vie. Et 10 ans plus tard, c'est arrivé une 2e fois, quoi. Et 10 ans plus tard, voilà, je suis allé le trouver, je lui dis « Tu te rappelles ce que tu m'as dit? Tu vois ?» Puis cette fois, j'ai accepté, et voilà, je me suis retrouvé... Eux, ils revenaient des États-Unis où ils avaient passé beaucoup de temps à tourner, à enregistrer. Ben oui, bien sûr, vu que c'était déjà naturel avant, quand on a viré Franck et qu'il n'était pas dispo, Bernard. Donc on s'est dit, on va lui redemander. Donc on a construit un local au départ. La première chose que j'ai fait, c'était avoir une truelle dans les mains, quoi. Et puis ensuite, on a commencé à travailler sur Seconde Nature. Alors Bernard a amené tout un autre univers, sa manière d'être. Tu vois, Bernard, c'est quelqu'un qui a mis l'idée à la seconde, tu vois. Et donc ça, c'était très bienvenu, parce que c'est vrai qu'Uzé était beaucoup plus timide en studio ou tout comme ça, tu vois. Donc quand Bernard est arrivé, pour moi, c'était un grand changement. C'était... si je lui demandais de me proposer des idées, à un moment donné, il fallait que je l'arrête parce qu'il y en avait trop. C'est-à-dire que j'avais pas derrière moi 1 an de tournée dans le monde, tu vois. Moi, je débarquais avec une envie, des oreilles, Bien sûr, oui. J'étais un peu le speed du groupe. Je me suis fondu dans le rythme petit à petit, mais
qui finalement m'a assez bien convenu. J'ai pu aussi faire d'autres choses en dehors, fonder November avec Simon Jones, faire des musiques de films, des choses qui sont aussi rendues possibles par le fait que je jouais avec les Young Gods. Au début, j'étais très autiste par rapport à ça. Je pense que j'avais un besoin d'aller au bout de mes idées. Je dirais les 2 premiers albums, c'est très focusé sur ma vision des choses, avec quand même une grosse aide de Mosimann par rapport aux arrangements. Mais la compo, les textes et tout, bon, les textes c'est toujours moi, mais là, en fait, c'était parce que Cesare ne voulait pas composer, ce qui m'arrangeait bien. Et Usé non plus. Usé, il détestait le studio, il voulait qu'on lui écrive, on lui dise le genre de pattern de batterie. Il n'aimait pas improviser, il n'était pas à l'aise en studio. Franck était très à l'aise en studio, et puis Franck, quand on lui chantait un truc, tu peux me faire pumta, pumta, tata pumta, il le faisait à la seconde, et puis il était ouvert à tout. Très, très, très bon batteur. Alors, à partir de TV Sky, quand Cometto est rentré dans le groupe, je les ai encouragés à amener des idées, surtout Alain. Mais Alain, il n'était pas encore... il était encore dans le... Comment dire? Il n'avait pas encore sa personnalité dans le truc. Il faisait du Young Gods. Il essayait de faire du Young Gods, tu vois, pour que ça colle. C'était pas quelque chose qui... Donc, il a fallu un moment pour que Alain, il s'émancipe et amène ses propres idées qui soient compatibles. Donc, alors effectivement, je me vois plutôt comme un rôle de directeur artistique. Parce que j'ai vu mes limites aussi, le fait d'avoir fait ces 2 premiers albums, que je trouve tout à fait clair, et c'est comme vraiment la première pierre, tu vois, littéralement comme la pochette. Au bout d'un moment, quand tu commences à tourner beaucoup, c'est très important la dynamique de groupe, et je pense que ça va plus loin quand la musique est écrite par tout le monde. Parce que quand tu es sur scène, c'est la musique du groupe, c'est pas la musique d'une personne et de 2 autres interprètes. Il y a un truc qui se passe en plus et qui nous dépasse tous. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, et petit à petit ça s'est fait aussi naturellement, tu vois. Le fait que Bernard amène plein d'idées, Cometto beaucoup plus à l'aise dans son truc. Effectivement, je débordais d'idées, de sons, de rythmes, de mélodies, de n'importe... Et c'était plutôt bienvenu, donc c'est tombé au bon moment, parce que je pense qu'au début, ça aurait été plus difficile. Il avait une idée très précise de là où il voulait emmener le groupe, il l'a toujours. Hein. C'est quand même un gars qui faut un cadre. Je ne peux pas arriver en faisant du magma, tu vois, c'est bon, quoi. Il y a quelque chose qui va... Et tant mieux qu'il y ait ça, tu vois. Je veux dire, l'album sur lequel on travaille, il y a toujours un cadre qui est fixé par Franz. Des envies, des couleurs, et puis moi je rentre dans ce cadre, et j'ai beaucoup de chance parce que je suis amoureux de la batterie et de la musique électronique, et les 2 peuvent s'exprimer dans ce groupe pour moi, quoi. On était beaucoup dans la musique électronique, dans l'ambiante, et on avait envie vraiment de prendre ce virage. Et moi, comme j'étais aussi amoureux de la musique électronique, j'ai amené plein d'idées dans ce sens aussi. Et puis dans Music for Artificial Clouds aussi, qui était carrément, alors là, il n'y a même plus de paroles ni de rythme, hein, c'était plus que des sons électroniques. Donc on a été au bout de cette idée, si tu veux, avec Artificial Clouds. Et c'est après Artificial Clouds qu'on s'est dit, bon, on a envie de refaire des chansons un peu plus basées sur des riffs de guitare et tout, et on est revenu à ce genre de choses. Mais c'est cyclique. Tu vois, après, il y a eu Incy, qui était de nouveau instrumental, plus électro, et puis le dernier album, qui est de nouveau... Il y a des cycles comme ça, de choses qu'on a envie de faire, et sur lesquelles, comme je te disais, on pose un cadre au départ, et puis le mot d'ordre du dernier, pour moi, c'était plus vite, plus court. Toi, en plus, on se commençait à installer dans ce collectif sur le site d'Artamis. Le collectif s'appelait La Database.
On avait nos studios pour la première fois dans l'histoire du groupe. On avait un endroit sédentaire. On a commencé à échanger des idées, à jammer ensemble, tu vois. Donc, C'est qu'en nature est un processus beaucoup plus collectif. Et à partir de là, ça a continué dans ce sens-là. Mm-hmm. Ça fonctionne très bien en trio, ce groupe. Le Quatuor a été... ça a commencé parce qu'on avait fait ce projet Woodstock et on avait besoin de musiciens additionnels. On connaissait Vincent, qui était un virtuose d'à peu près tout ce qui touche. Et il a accepté de nous épauler dans ce projet. Et puis ensuite, il y a eu le projet acoustique, pour lequel on avait aussi besoin d'un multi-instrumentiste. Et puis du coup, il est resté pour l'album suivant. Donc c'était pas Super Ready, qu'on a encore fait en trio, hein, c'était Everybody Knows. Et puis les choses sont restées là, mais je pense que la couleur de ses albums lui doit aussi pas mal, quoi. Il a amené des choses qu'on était incapable de faire. Et il a amené l'album quelque part où nous on ne serait pas allés, probablement, en tout cas pas aussi loin que ça. Mais moi je suis, en ce qui concerne les Young Gods, je suis vraiment fan de ce triangle, quoi. Vraiment sur scène, mais comme en création, on répète. Ouais. I'm gonna spend crashing screams in the streets. Don't be late. The world won't wait. On avait besoin de faire un hommage aux années 80 pour la sortie d'un livre sur les années 80. On avait promis de faire un concert pour les soirées vernissage. Et quand on s'est séparé d'Alain, on était coincés. Et puis moi j'ai eu un coup de fil avec l'organisateur. Puis il m'a dit vous êtes le seul groupe encore vivant de cette époque-là. Il faut que tu trouves une solution pour remplacer Cometto. Et comme c'était sur les années 80, je me suis dit, mais la bonne idée, ce serait de rejouer les 2 premiers albums en partie avec quelqu'un qui les a fait à l'époque, donc Cesare Pizzi. C'était très très drôle parce que je me souviens bien, ils ont dit Cesare, viens manger, on se voit avec les 3, enfin avec Bernard et Franz. Et puis moi j'étais sûr que ils avaient un problème technique que j'aurais pu régler parce que j'ai continué éventuellement quand il y avait des soucis, des choses. Et puis à table, ils m'ont dit écoute, voilà, on a une proposition de rejouer le premier album. Puis je pense que, indépendamment de tout ça, t'es quand même la personne qui l'a enregistré. Et j'étais très étonné. Et au point où j'ai dit laissez-moi réfléchir, je sais pas. J'étais aussi dans une autre période d'une start-up. Je suis parti aux États-Unis, j'ai tenté une aventure avec une start-up techno et ça m'a beaucoup surpris, mais ça m'a aussi énormément donné, je sais pas, du cœur, quoi, qu'on me rappelle 30 ans après. Comme il était là quand j'avais composé ces morceaux, il les jouait sur scène. On a refait un système avec des sampleurs plus contemporains, et puis on a répété le temps qu'il fallait pour qu'il soit à l'aise. Et ça a eu du sens, mais on a fait une petite dizaine de concerts à tout casser à fin 2012. Et lui, il ne voulait pas en faire plus. Après, il nous a rappelé quelques semaines après, il m'a dit « Ouais, c'était tellement bien de faire un truc collectif. Si vous voulez remettre ça à la fin 2013 en Europe, je suis votre homme. » Donc en Europe, on a fait une tournée avec les mêmes 2 albums, 2 premiers albums. Puis en 2014, il nous a dit en fait, j'aime beaucoup faire ça, j'aimerais vraiment réintégrer le groupe. Donc ça a pris 2 ans. Donc c'est une belle histoire parce que tu vois, il a commencé, il rejoint, c'est 20 ans plus tard, et puis on est tous différents, mais on est encore en train de faire des choses positives ensemble, c'est beau. C'est vraiment le premier album, on peut dire qu'on est de nouveau les 3. Data Mirage Tangram, là, on est les 3, bien sûr, mais il y a des bases qu'on a repris, des choses. Mais j'aime beaucoup le Data Mirage Tangram. Et puis Insi, voilà, c'est une œuvre écrite. Le niveau d'interprétation, c'est ce qui compte, mais la musique est écrite. Donc c'est des jams le plus souvent. C'est des jams qui tournent dans le local et puis qui commencent à prendre des formes. Mais c'est Franz qui fait les textes, donc après
le rendu final est fortement dépendant de lui. Et c'est quand même l'arrangeur. Moi, je peux amener, j'ai d'ailleurs amené plein d'idées dans cet album, mais l'arrangeur reste Franz. Et c'est le premier album, en tout cas avec Bernard, Franz et moi, où il y a un véritable collectif. Ah bah Cesare, c'est le professeur tournesol de l'électronique musicale. C'est un génie. C'est un gars extrêmement curieux de toute évolution technologique, d'où qu'elle soit, et c'est quelque chose qui nous est très précieux, qui fait toujours que les Young Gods utilisent du matériel qui n'a pas encore été... tu vois, on essuie les plâtres des fois, mais au moins on est toujours à l'affût de manières différentes de travailler, de concevoir le son. Donc, puis c'est le roi des types, quoi. Et puis Franz, c'est un génie conceptuel, lui. Il a quelque chose de fédérateur dans la manière de poser des cadres comme ça, et il a toujours des envies, et il arrive à nous convaincre d'aller dans la même direction tous, avec qui on est, en nous englobant, c'est-à-dire, le mot fédérateur est assez juste. Et puis c'est un vrai musicien dans l'âme. C'est un gars qui a toujours écouté, vécu, respiré par la musique. C'est quelque chose d'impressionnant. Et c'est un ami, c'est deux amis très anciens aussi, donc c'est quelque chose de presque familial. C'est des amis.